Nous avons l'honneur aujourd'hui de clore notre colloque avec un grand témoin qui n'est autre que Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elle sera interviewée par Catherine Ladouce, qui est cofondatrice du Cercle Interrel et présidente honoraire de ce cercle. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et merci Elisabeth, Madame la Ministre. Si vous le permettez, je vais quand même te tutoyer. Je sais que ce n'est pas protocolaire. Mais tout le monde sait qu'on se connaît bien. Voilà. Alors ne soyons pas hypocrites. Nous nous connaissons depuis quoi? Une quinzaine d'années? Oui, pratiquement. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on te reçoit, parce qu'il y a quelques années, tu étais parmi l'assistance, la nombreuse assistance que nous avions à la cité universitaire, parmi les collègues de Lenovo. L'année suivante, tu étais sur scène avec les dirigeants et les dirigeantes pour la table ronde des dirigeants. Et puis là, nous te recevons en tant que ministre. Alors, quelles sont tes impressions en arrivant ici? Alors, certes, devant une foule de techniciens, mais tu sais que derrière les écrans, nous avons près de 2000 personnes inscrites et qui sont là et qui te regardent. Je ne m'attendais pas à être aussi émue en t'écoutant. Je suis évidemment pleine d'émotions et je veux saluer toutes les personnes qui sont quelque part virtuellement à nous écouter. Je n'aurai pas l'occasion de vous le dire de vive voix, donc je veux vous souhaiter une très belle journée internationale des droits des femmes. Je suis extrêmement heureuse d'être ici avec toi, Catherine, et avec tout le monde. Extrêmement heureuse parce que tu l'as rappelé. D'abord, je veux dire que c'est toi qui m'as fait découvrir le Cercle Interrel. C'est vrai que la première fois, j'étais dans le public et j'écoutais des femmes remarquables, admirables, partager leur parcours. Je suis aujourd'hui ici en tant que ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un honneur qui m'oblige. Ce ministère est le ministère de ma vie. M'occuper de la diversité, de l'égalité des chances et faire en sorte que les femmes dans notre pays aient la place qu'elles méritent, eh bien, non seulement je suis honorée, mais ça me donne une motivation extraordinaire pour relever tous les défis que nous avons encore devant nous, parce que nous avons beau être en 2021, nous avons beau avoir vu énormément de progrès sur la question des droits des femmes, mais nous savons encore aujourd'hui que le sexisme tue, il tue physiquement, il tue les rêves, il tue les ambitions, et me lever chaque matin pour me battre pour cette cause, c'est probablement le plus beau cadeau que j'ai reçu. Écoute, on te souhaite en effet, je pense, de continuer cette mission, cette ambition que tu partages maintenant au niveau le plus élevé pour la République. Et nous en sommes évidemment très très fiers, tu peux l'imaginer. Alors, tu sais qu'on a traité comme on fait nos 20 ans. Donc là, les groupes de travail ont travaillé sur les avancées, justement, pendant ces 20 ans. Qu'est-ce qui, à ton avis, a permis, notamment sur le plan législatif, maintenant que tu es au niveau de l'État, qui a permis vraiment d'avancer sur les progrès, pour les progrès des femmes en termes d'égalité? Je veux d'abord vous souhaiter un bon anniversaire parce que on sait combien le réseau est important pour le développement, pas seulement pour le développement professionnel, mais pour le développement personnel, pour les relations qu'on y crée, pour les amitiés qu'on y découvre. Et on sait combien les femmes ont encore du mal parfois à réseauter parce qu'elles sont tellement prises sous les charges familiales, professionnelles, sociales, qu'à chaque fois qu'elles prennent un peu de temps pour elles-mêmes, certaines continuent de culpabiliser. Et je veux véritablement encourager le travail que vous avez fait, déjà encourager votre travail pour les 20 prochaines années et je vous souhaite, je souhaite à la nouvelle présidente mes meilleurs vœux de succès et je veux dire aux femmes que l'investissement que vous faites en rejoignant ce cercle, en passant du temps à apprendre, à découvrir, à apprendre des autres, à apprendre sur vous-même est un investissement extrêmement précieux et qu'il faut continuer à le faire et qu'il faut qu'on ait de plus en plus de réseaux de femmes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ces cercles humains. Ensuite, d'un point de vue législatif, j'ai presque envie de te dire que tout existe. C'est ma conviction. Pour te donner une idée, la première loi qui a été votée pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle date de 1972.
48 ans après, il existe encore des écarts de salaire entre 9 et 25% entre les femmes et les hommes. 9% si tu as la même compétence, la même expérience, le même savoir-faire, tu vas gagner 9% de moins que ton collègue masculin. Il y a pléthore de lois. Muriel Pénicaud a fait voter en 2018 l'index égalité professionnelle. Il a fallu qu'elle mette dans cet index, qu'elle rappelle que lorsqu'une femme rentre de congé maternité, il faut l'augmenter. On a encore dans notre pays 12 entreprises du CAC 40 qui n'ont aucune femme dans leur COMEX et dans leur CODIR, et on a 9 entreprises qui n'ont aucune femme dans les 10 plus gros salaires. Alors même que les femmes dirigent des pays, qu'elles dirigent des organisations internationales, on considère en France que 4 entreprises du SBF 120 qui ont des femmes à leur tête, eh bien, c'est pas mal. Et j'entends encore des personnes me dire « mais vous en faites trop ». On en fait trop. On en fait trop. On est en 2021 et en 2000, je vais parler de féminicide par exemple. En 2019, tous les 2 jours, une femme mourait sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint parce qu'il ne voulait pas qu'elle le quitte. Les femmes sont tellement considérées comme des objets qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller sans réfléchir 10 fois à la manière dont nous sommes habillés. Plus de 90 000 viols en France. Des jeunes filles à qui on dit que certains métiers ne sont pas faits pour elles. À qui on dit encore comment elles doivent parler, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent s'habiller. Oui, bien sûr qu'il y a eu énormément de progrès et il faut reconnaître que notre situation à nous aujourd'hui est meilleure que celle de nos mères, qui est meilleure encore que celle de nos grands-mères. Mais bon sang de bonsoir, on est en 2021 et je trouve cela extrêmement triste d'avoir encore des journées comme le 8 mars pour défendre les droits des femmes qui ne sont ni plus ni moins que des droits humains. Donc je crois que bien sûr il faut que ces messieurs deviennent de plus en plus nos alliés, qu'ils comprennent que notre société ne se portera bien que lorsqu'elle sera de manière concrète et réelle, égalitaire et paritaire. J'espère qu'ils comprendront que nous ne demandons pas, nous ne quémandons pas la charité. Il y a eu pléthore d'études faites par les cabinets les plus sérieux, européens et internationaux, pour dire que les entreprises paritaires étaient plus performantes. Nous savons parfaitement qu'une société inégalitaire crée des injustices qui sont de plus en plus lourdes à porter, que ces injustices créent des extrémismes, et je pense que nous avons suffisamment attendu, que nous avons suffisamment quémandé, qu'il y a des lois, mais que ça n'est plus une question de loi, il faut que les mentalités changent, et comme ces mentalités ne changent pas suffisamment vite, il faut que nous, les femmes, nous soyons moins patientes que nous ne l'avons été par le passé. Je ne sais pas si nous sommes patientes, je crois qu'on est en effet impatience et on partage tout à fait ton impatience. Nous retrouvons évidemment ta conviction, ton engagement quand tu étais en entreprise. Maintenant, tu es donc au niveau de l'État. Est-ce que ton regard a changé? Est-ce que tu es plus optimiste ou moins optimiste? Oh, tu me connais, Catherine. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Il faut de l'optimisme. On vit cette crise sanitaire met notre humanité à rude épreuve. Et je pense qu'on a tous constaté que les femmes ont été en première ligne de cette pandémie. 70% des métiers du soin sont portés par des femmes. 80% des métiers dans les EHPAD sont portés par des femmes. Les femmes ont les jobs les plus précaires. Les femmes ont les jobs les moins qualifiés, les moins reconnus. Ce sont encore elles qui subissent le plus le temps partiel. Notre situation dans le monde professionnel a encore un long chemin. Dans la vie, dans la société de manière générale, quand tu sais que dans les médias, dans la presse, il y a à peine 30% de représentation des femmes, alors qu'on sait combien la fiction peut avoir un impact sur l'expérience qu'on peut vivre des choses, et voir une femme astrophysicienne, eh bien, c'est se dire ah ben, je peux le devenir aussi. Mais si on ne les voit pas, si elles sont en permanence invisibilisées, eh bien on n'y arrivera pas. Ou en tout cas, les jeunes filles qui naissent aujourd'hui vont encore avoir du mal à se dire « c'est possible pour moi ». Et je crois que
c'est important de rester optimiste parce que les choses progressent, il faut le reconnaître. La situation s'améliore, les femmes ont de plus en plus la possibilité de disposer de leur corps sans qu'on leur dise si l'IVG est une bonne chose ou pas. Elles sont assez grandes pour savoir ce qu'elles veulent faire de leur vie. Mais il reste encore énormément d'efforts à faire, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, même dans les métiers où il y a une grande majorité de femmes. Il se trouve qu'elles n'arrivent pas encore au poste décisionnaire. Et je crois qu'il faut justement rester optimiste parce que plus que jamais, nous avons les moyens de prendre notre destin en main, de ne pas attendre que ces messieurs nous fassent de la place, parce que je crois que ça, il faut se faire une raison. Je pense qu'il y a un travail commun à faire. Il faut encourager nos jeunes filles pour qu'elles aient confiance en elles, pour qu'elles s'estiment, pour qu'elles se sentent capables et pour qu'elles se disent que tout est possible. Et à partir de là, si nous avons de plus en plus d'alliés masculins, des hommes qui comprennent que lorsqu'ils entendent une remarque sexiste, ils ne sourient pas et ils passent leur chemin. Des hommes qui se disent qu'ils doivent éduquer leurs petites filles pour qu'elles comprennent que le monde leur tend les bras, mais qu'ils éduquent également leurs petits garçons au respect de l'égalité des sexes. Je pense que nous sommes dans un monde où les technologies et les sciences permettent aux femmes et aux jeunes filles de faire des choses qui n'étaient pas possibles il y a une dizaine d'années. Je pense que la libération de la parole est salvatrice. Et on l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec Balance ton porc, on l'a vu avec Science Sport, on l'a vu avec MeToo Gay, on l'a vu avec MeToo Inceste. Et tout cela me donne beaucoup d'espoir parce que la société est en train de bouger, les mentalités sont en train de bouger et je pense que nous avons enfin pris le bon chemin. Oui, je pense qu'il y a vraiment un momentum, ce que tu viens de dire. Nous qui travaillons depuis si longtemps sur ces questions-là, on voit bien monter, on voit à la fois les écarts, parce qu'évidemment, on connaît toutes ces difficultés et il y a encore un grand chemin à parcourir. Tu disais qu'en effet, dans le club des K40, un club de monsieur en complet gris, bon, qui est avec, n'est-ce pas, ton franc-parler qu'on connaît bien. Mais en même temps, aujourd'hui, cette prise de conscience très très forte, notamment chez les jeunes générations, chez les femmes et les hommes qui ne supportent plus cette situation, nous permet justement d'avancer et de croire et de se dire qu'on va mettre en place une réelle égalité et ne plus entraver la liberté des femmes. Alors si on revient sur le terrain de l'égalité professionnelle, tu l'as dit en effet, certes on a eu la loi Copé-Zimmermann, nous avons reçu Madame Marie-Jo Zimmermann ce matin, bon on peut être satisfait des résultats, encore que après évidemment c'est qu'est-ce qu'il en est des comités exécutifs. Alors où vois-tu, je dirais, quels sont les moyens que tu vois et quelles sont tes priorités sur cette question-là pour vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité, notamment au sein des entreprises? Alors, je crois que si l'expression, quand j'ai dit j'en ai assez de voir des mecs en costume gris dans les clubs du CAC 40, si cette expression a autant marqué, c'est parce que toutes les femmes comprennent ce que je veux dire. Voilà. Je le disais tout à l'heure, hein, si on m'avait dit il y a 30 ans quand j'ai démarré ma carrière qu'en 2021 il n'y aurait qu'une seule femme, en l'occurrence Catherine McGregor, qui serait à la tête d'un grand groupe du CAC 40, qui fait partie du cercle Interrel. Qui fait partie du cercle Interrel et je la félicite, elle est intelligente. Si je pense encore, Sophie Bellon est également une femme qui dirige Sodexo de manière remarquable. On a 4 femmes au SBF 120. On a enfin une femme présidente d'Euronext. Oui. Et je pense que c'est une chose très, très, très encourageante. Marie-Jo Zimmermann me racontait que lorsqu'elle s'est battue pour faire voter cette loi Zimmermann-Copé il y a 10 ans, elle s'est reçue une volée de bois vert et il y a des hommes qui ont à sa proposition et à celle de Jean-François Copé a dit mais on va avoir un problème de stock et de flux. Donc nous les femmes, nous sommes donc réduites à une question de stock et de flux. Et la loi marche parce que avant cette loi, on avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration et 10 ans après, parce qu'elle est coercitive, on a 45% de femmes. Je trouve ça extrêmement regrettable qu'on attende d'avoir des sanctions pour pouvoir faire ce qui est juste, mais malheureusement, c'est la réalité. Parce qu'il faut le reconnaître, on est dans une société encore très patriarcale, une société faite par des hommes, pour
pour des hommes, avec des règles avec lesquelles nous devons composer en permanence. On nous fait encore beaucoup de procès d'intention sur les compétences, à nous les femmes. On va nous expliquer que soit on n'a pas d'ambition, soit on n'est pas suffisamment visionnaire, soit on n'est pas suffisamment stratégique. En fait, tout le monde sait mieux que nous pourquoi on ne pourrait pas réussir. Et Vivienne de Beaufort a fait une intervention il n'y a pas longtemps pour parler du potentiel des PME. J'ai remis un prix à Madame Artisane il y a quelques jours, des femmes remarquables qui entreprennent et qui réussissent de façon tout à fait admirable. Et je crois qu'il n'est plus question de savoir si nous avons de l'ambition. Il n'est plus question de savoir si nous avons les compétences. Il n'est plus question de savoir si nous sommes capables de performer. Mais il est de moins en moins supportable de voir que seulement 2,6% des fonds d'investissement sont pariés sur les entreprises portées par des femmes. Il est de plus en plus insupportable de voir qu'il y a moins de 30% de femmes qui sont dans les secteurs de la tech. La tech est dans toutes nos vies aujourd'hui. Elle est à la maison. Elle est à l'école, elle est dans le monde professionnel, elle est dans la communication, elle est dans l'information. Si on ne dit pas aux femmes que les technologies ne sont que des outils qui représentent la société dans laquelle nous vivons et que c'est pour ça qu'il faut qu'elles s'en saisissent pour que ces outils ne soient pas misogynes et racistes, et il faut que nous leur montrions que c'est avec leur apport et leur savoir-faire que nous allons rendre ce monde plus juste et plus égalitaire, eh bien, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut à la fois des lois, parce que sans les lois, on ne va pas assez vite, mais il faut aussi travailler sur les mentalités et sur les cultures des femmes, parce que j'ai rencontré des femmes misogynes, mais aussi des hommes. Des filles et des garçons. Et des garçons, évidemment, pour faire en sorte que notre société soit beaucoup plus inclusive. Et encore une fois, il ne s'agit pas de demander la charité. C'est parce que dans un moment aussi compliqué que celui que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de réinventer un monde qui soit plus équilibré, un monde où l'égalité ne soit pas juste sur les frontons de nos mairies ou qu'il soit juste sur notre pacte républicain. Il faut véritablement rendre cette égalité réelle et concrète, et je pense que les lois ne suffiront pas. Il faut qu'elles soient là, mais il faut aller plus loin et il faut sanctionner lorsque les lois ne sont pas respectées. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes derrière leur écran qui applaudissent ce que tu dis là. Alors justement, tu as parlé de la tech, tu connais bien ce monde-là puisque tu en viens. Juste avant ton intervention, il y avait un groupe de travail. Tu sais, nous avons des groupes de travail au Cercle Interrel, tu connais bien. Et donc un groupe de travail pérenne sur l'intelligence artificielle. Donc c'est le premier groupe de travail d'ailleurs qui continue à travailler sur le même sujet, vu l'ampleur évidemment de la tâche sur l'intelligence artificielle sexiste, et notamment de mettre en place une intelligence artificielle et des solutions qui soient antisexistes et qui soient donc éthiques et responsables. Et ce groupe qui est mené par les personnes d'Interrel de différentes entreprises, dont Lenovo, SAP, IBM et autres, donc ont mis en place une charte en fait qui commence à être signée, une charte IA d'engagement des entreprises sur la base d'un certain nombre de principes, dans l'un et en effet le respect de la mixité, de la diversité des équipes. Alors certes c'est une charte d'intention, mais enfin qui en même temps engage de façon très importante, et il y avait juste ici l'un des responsables de Qualcomm qui expliquait pourquoi il avait signé cette charte. Et qu'est-ce que tu penses de cette démarche, et en quoi je dirais cette démarche peut justement aider pour faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse en sorte qu'en effet on ne se retrouve pas avec une vision très misogyne ou très masculine des solutions que l'on offre à notre marché? C'est une démarche que Cédric O, notre ministre au numérique, et moi, nous soutenons ardemment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on tend à blâmer beaucoup la tech et se plaindre des réseaux sociaux, Et j'aime à rappeler que ces outils sont des outils, rien d'autre que des outils. Et que ce sont les êtres humains qui font vivre ces outils. Et si nous n'avons pas davantage de jeunes filles qui s'intéressent à ces métiers-là, et j'en profite juste pour rappeler,
je sais que beaucoup des personnes qui nous écoutent le savent, mais je veux le rappeler, les femmes ont de tout temps été dans la tech. Elles ont été même pionnières en la matière. Bien sûr. Ada Lovelace, Heidi Lamar, ce sont des femmes qu'on n'attendait pas dans la tech. Et elles ont révolutionné ce secteur. Et les hommes, lorsqu'ils ont vu que ça fonctionnait bien, se le sont appropriés. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes sont capables d'apporter leur savoir-faire dans la tech. Et encore une fois, parce que l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies, fait déjà partie de nos vies, et ça va aller en se développant encore. Et ce sont donc les métiers de demain. Hein. Je pense que on peut humblement dire que tous les métiers demain contiendront du numérique. Donc, si c'est là que l'avenir est, il faut impérativement que nous encouragions les jeunes filles à se former. On me pose souvent la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait davantage de femmes dans la tech? On les cherche, on ne les trouve pas, on a un souci de vivier, etc., etc. C'est vrai, moi je m'attendais à ce que la tech soit beaucoup plus inclusive, parce qu'elle est arrivée à une époque où les femmes sont parfaitement formées et qu'elles peuvent embrasser ces fonctions-là comme n'importe quel homme. Il se trouve que si on ne commence pas dès l'école à dire à une jeune fille qu'elle peut devenir électro-technicienne, si on n'explique pas qu'il y a des Aurélie Jean qui se battent pour réussir dans ce domaine et qui y arrivent parfaitement, si on n'explique pas aux jeunes filles que la tech, ça n'est pas que pour les geeks et que ça n'est pas ces messieurs enfermés dans une cave, empêtrés dans leurs fils, etc. et que c'est devenu quelque chose d'extrêmement moderne, comme je le disais tout à l'heure, qui est dans toutes les sphères de notre vie et que donc elles doivent s'en emparer pour la rendre inclusive, on n'y arrivera pas. Donc je prêche d'abord pour qu'on leur explique toutes les possibilités qui existent derrière les métiers dits technologiques ou scientifiques ou ingénierie, etc., etc. Je prêche pour que dès la 3e, elles fassent des stages dans des entreprises technologiques. Je prêche pour qu'elles soient curieuses au-delà de la moyenne et qu'elles ne se laissent pas dicter les métiers qui sont faits pour elles ou pas. Et moi, je crois que la curiosité des filles, c'est ce qui va nous sauver, vraiment. Et je me réjouis de voir que les jeunes filles d'aujourd'hui savent ce qu'elles veulent, qu'elles se battent pour faire ce qu'elles ont envie de faire, indépendamment de tous ces stéréotypes et de tous ces messages sexistes qu'elles peuvent recevoir au quotidien, et que plus les femmes qui nous écoutent et qui travaillent dans les sociétés que tu as citées, que ce soit Lenovo, que ce soit IBM, que ce soit SAP, etc., etc., qu'elles se considèrent comme des rôles modèles et qu'elles aillent dans les écoles parler de leur métier, expliquer ce que c'est que leur quotidien, dire que ces métiers-là sont parfaitement compatibles avec nos vies de femmes, qu'on n'a pas forcément besoin de faire des sacrifices et d'abandonner notre féminité pour entrer dans ce monde-là. Tu en es un bel exemple. Il y a plein d'exemples. Marine Rabérin étant aussi un très bel exemple. Elisabeth Richard travaille chez Engie et c'est encore un très bel exemple. On est plein d'exemples capables de prouver, s'il était nécessaire, que l'on peut être femme, que l'on peut être mère, que l'on peut être épouse, que l'on peut être partenaire et en plus réussir notre vie dans un secteur considéré comme masculin. Très bien, regarde là le dessin de Delis sur l'intelligence naturelle qui continue, tu vois, à scander les propos. Bon, alors une dernière question, peut-être avant de prendre les questions de l'audience, sur un terrain qui est évidemment pour toi une priorité, tu en as parlé au tout début, sur la question des violences, les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales, parce que finalement, tu vois, c'est un sujet que nous avons traité pendant les rencontres interactives. Certes, on est là sur, je dirais, le front de l'égalité professionnelle, mais en fait, quand on est engagé pour les droits des femmes dans une entreprise, l'entreprise a aussi une responsabilité. Alors, nous avons traité ce sujet, car tu sais qu'il y a des entreprises comme IBM, EDF qui ont mis en place, Engie, qui mettent en place des cellules et qui mettent en place des programmes spécifiques. Quel est à ton avis le rôle de l'entreprise et quel est le conseil que tu donnerais, je dirais, dans ce secteur-là qui appartient au privé, mais en même temps impacte évidemment la vie des femmes et aussi leur travail? Alors, ce sujet des violences, je veux m'y arrêter un tout petit instant. Il a fallu attendre 2017 et que le président Emmanuel Macron décide que la cause des femmes serait la grande cause du quinquennat pour
pour la première fois de notre histoire, on ait un Grenelle des violences conjugales. Parce qu'il faut savoir que, malheureusement, les lieux où les femmes sont le plus en danger, physiquement, c'est leur foyer. Le lieu où il y a le plus d'inceste, c'est dans le foyer. Ce sont des personnes que l'on connaît. Et ça, c'est absolument terrible. Et donc, ma plus grande priorité aujourd'hui, c'est de continuer à dérouler notre plan sur le Grenelle des violences conjugales et que les 46 mesures qui ont été décidées lorsque Édouard Philippe a lancé ce Grenelle il y a 2 ans, eh bien, c'est que nous mettions à l'abri les femmes à tout prix, avec le bracelet anti-rapprochement, en les éloignant du foyer où elles sont victimes, en faisant en sorte que la police et les gendarmes soient là au moment où elles en ont besoin. Et tu as raison de souligner que les entreprises sont de plus en plus engagées dans ce sujet. Parce que, pour te donner une idée concrète, on sait que les confinements ont été propices à l'augmentation, je dirais même à l'explosion des violences intrafamiliales. Dans le premier confinement, il y a eu 42% d'augmentation de signalement des violences et deuxième confinement, 60%. Et donc, on a mis en place, avec des entreprises, en particulier les pharmacies ou la grande distribution, il y a eu des points d'accueil éphémères parce que quand tu es enfermé chez toi et que tu as peur, tu peux pas téléphoner, tu te sens pas à l'abri, ben, si tu vas faire tes courses, trouver quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'écouter, qui peut t'accompagner, c'est extrêmement important. Et les entreprises, et je vais citer cette anecdote parce qu'elle m'avait vraiment choquée, Monsieur Hérault, qui était le président de l'OM à l'époque, m'avait dit, moi j'ai décidé de m'investir sur le sujet des violences conjugales parce que un jour j'étais avec quelqu'un du SAMU qui m'a dit, Monsieur Hérault, je vous en supplie, faites en sorte de gagner ce match parce qu'à chaque fois que l'OM perd un match, on reçoit beaucoup plus de femmes dans nos hôpitaux. C'est te donner une idée d'où nous en sommes. Et il y avait également le président de Système U qui a dit « Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux questions des violences, alors même que je pensais qu'avant, c'était quelque chose de la sphère privée et que je n'avais pas à m'y immiscer. Eh bien, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai vu que j'avais 2 femmes dans mon entreprise qui étaient victimes de violences conjugales, mais surtout, il y avait aussi un homme qui était un agresseur. Et donc, on ne peut plus considérer que les violences intrafamiliales ne sont que des questions de la sphère privée. Quand une maîtresse voit une mère arriver avec un œil au beurre noir, elle ne peut plus fermer les yeux. Quand les voisins entendent qu'une femme reçoit des coups, il ne peut pas se boucher les oreilles. C'est toute la société qui doit s'approprier cette question et je me réjouis que certaines entreprises, Engie notamment, a soutenu une association qui s'appelle Résonante, qui a développé une application où tu peux enregistrer, c'est une montre connectée où tu peux enregistrer le numéro de 3 personnes en qui tu as confiance et quand tu te sens en danger, tu appuies dessus et puis ça enregistre ce qui se passe dans la scène. Et en plus, tu peux prévenir les personnes et elles savent où tu te trouves parce que c'est géolocalisé, etc. C'est ça aussi les technologies. Les nouvelles technologies, c'est ça. Et donc moi, je salue l'engagement des entreprises aujourd'hui sur ce sujet éminemment important. Gérald Karsanti d'SAP participe aussi. Moi, je veux citer ces personnes-là, pas pour faire de la publicité aux entreprises, juste parce que je sais qu'il y a des entreprises vertueuses et que ces entreprises-là doivent inspirer celles qui hésitent encore ou qui ferment les yeux, parce que c'est en nous appropriant ce sujet tous ensemble que nous arriverons à éradiquer ce fléau. Et pour finir là-dessus, moi je crois, depuis que je suis aux responsabilités qui sont les miennes, qu'il y a un triptyque vertueux sur cette question des violences. C'est l'État et les collectivités territoriales qui travaillent sur les politiques publiques. Ce sont les associations comme la FNSF qui fait un travail remarquable avec le 3919 et qui répond et qui accompagne et qui aide les femmes qui sont en difficulté. Et puis, ce sont les entreprises, à la fois pour aider leurs collaboratrices qui sont en difficulté, mais c'est aussi les entreprises qui vont jouer pleinement leur rôle sociétal et dire je tends la main et j'aide parce qu'une entreprise qui ne fait que répondre à ces nécessités de performance économique ne contribue pas forcément au développement de notre société. Et je crois que les entreprises qui réussiront demain, ce sont les entreprises citoyennes, ce sont les entreprises inclusives et ce sont les entreprises qui considèrent qu'elles peuvent aller plus loin que juste s'interroger sur la manière dont elles vont développer davantage leur chiffre d'affaires.
Tout à fait. Je crois que, en effet, le message est bien clair et toutes les entreprises, tu vois, dont les logos sont là. Il y en a un qui manque, c'est Salesforce qui nous a rejoint aujourd'hui. Tu vois, donc une nouvelle entreprise qui rejoint les 16 entreprises du cercle Interrel. Ah bon. Très bien. Et du coup, on est absolument ravis de les accueillir. Donc, tu vois, tu peux compter sur elles. Alors maintenant, je te passe la parole, Patricia, pour les questions. Nous avons à peu près 15 minutes d'interaction et je suis sûre qu'il y a pas mal de demandes. Tout à fait. Bonjour Madame la Ministre. Effectivement, comme d'habitude, votre discours est plébiscité par notre audience qui est ravie de vous entendre, qui trouve que voilà, vous avez un discours sans complaisance mais très fort qui soutient l'ensemble de nos auditrices. Effectivement, j'ai beaucoup de questions, beaucoup qui tournent autour de l'éducation. Mais très tôt, puisque même une femme nous dit, quand j'ai mis mon casque de chantier, mon fils de 3 ans pensait que c'était à mon mari, c'était pas le mien. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut travailler avec l'éducation? Parce que le travail est à faire très tôt, et pas commencer au collège. Vous avez parfaitement raison et c'est une question essentielle. Quand je disais tout à l'heure que les lois ne suffisent pas, on est dans une transformation culturelle extrêmement importante et c'est pas à coup de loi qu'on transforme les esprits. Elles sont nécessaires ces lois, mais il faut aller plus loin et ce plus loin c'est dans la manière dont on éduque nos enfants dès le berceau. Parce que il faut se dire une chose, c'est que vous savez, quand on a doublé le congé paternité il y a quelques mois, tout le monde n'a pas compris que cette question de doublement des congés paternité, ça n'est pas juste pour que les pères passent un peu plus de temps à la maison. Ça ne s'arrête pas à ça. C'est que si votre enfant se lève le matin et qu'il voit ses 2 parents, c'est différent que ce petit qui se lève le matin et qui ne voit que sa mère parce que son père est parti travailler et que quand son père rentre, il est déjà couché. Et ces stéréotypes-là, ils naissent dès le berceau. Et quand vous avez le sentiment que les métiers sont genrés, alors que, peut-être que du temps de la préhistoire, ça se justifiait que certains métiers soient considérés comme masculins parce qu'il fallait des muscles pour pouvoir... Aujourd'hui, les technologies ont complètement annihilé ces nécessités-là. Aujourd'hui, tous les métiers sont possibles. Je suis allée dans une entreprise dirigée par une femme admirable qui répond aux besoins... elle fait des services pour l'aviation, donc une ingénieure incroyable. Je regrette de ne pas me souvenir de son nom. Et il y avait une jeune fille de 24 ans qui était là et qui me dit mais vous savez, Madame la Ministre, on est encore loin du compte sur les métiers genrés, parce que quand j'ai dit à mon prof que je voulais devenir électromécanicienne, il m'a dit mais vous êtes sûre, parce que ça c'est pas un métier de fille. Elle a 24 ans. Donc, ce n'était pas en 1980, c'était là, il y a quelques années. Et je crois que l'éducation à l'égalité, elle doit commencer le plus tôt. Boris Cyrulnik l'a dit dans son rapport sur ce sujet. Il faut vraiment, à la fois, les petits garçons, leur apprendre que les filles, on ne frappe pas une fille, qu'une fille n'est pas un objet, que ça n'est pas un punching ball, qu'on doit la respecter. Il faut que les petites filles apprennent dès le plus jeune âge à avoir confiance en elles. Ça me fend le cœur. Moi, j'ai 2 filles. Ça me fend le cœur quand je vois des statistiques qui disent que 60% des femmes n'ont pas confiance en elles et qu'elles n'ont pas l'estime d'elles-mêmes. Comment voulez-vous qu'elles deviennent ce qu'elles peuvent devenir si elles pensent qu'elles n'en sont pas capables? Donc pour moi, ça commence dès le berceau, ça doit se poursuivre à l'école. Les responsabilités des enseignants et des professeurs sont fondamentales et je me réjouis que Jean-Michel Blanquer l'ait compris. Nous avons lancé un audit il n'y a pas longtemps pour savoir justement si les cours à l'égalité qui sont normalement dans les programmes scolaires sont bien dispensés, pour savoir si les cours sur la sexualité sont bien dispensés. Ce sont tous ces sujets-là qui vont faire que cette égalité, ce sont des petites graines que nous devons planter dans les cerveaux de nos enfants pour qu'ils ne se posent plus la question de savoir si une fille est l'égale d'un garçon. Ça n'a plus lieu d'être, ces questions-là. Tout à fait. Merci Madame la Ministre. Et donc, autour de cette éducation, il y a beaucoup de remarques sur aussi l'écosystème éducatif, les proviseurs, etc. Il y a vraiment beaucoup à faire. Les profs de techno, les conseillères, enfin, il y a vraiment un chantier à mener sur cette partie-là. On a l'impression que ça avance pas beaucoup. Et donc, c'est un peu
les remarques de l'ensemble de nos participants. Il y a tout ce qui concerne aussi les violences psychologiques. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on le constate également en entreprise. Merci, parce que, alors, il faut savoir que derrière chaque violence physique, il y a une violence psychologique. Et il y a parfois des violences psychologiques sans qu'il n'y ait de violence physique. Et s'il y a des violences psychologiques et physiques à l'intérieur du foyer, il peut y avoir des violences psychologiques aussi dans le cadre du travail. Il y a des associations aujourd'hui qui luttent contre les violences qui sont faites aux femmes. Ça peut être du harcèlement, ça peut être du dénigrement, ça peut être tous ces préjugés sexistes que nous connaissons toutes parce que nous les avons soit subis, soit nous avons une collègue qui l'a subi. Donc, quand je dis que c'est un travail de l'ensemble de la société, moi je me réjouis qu'il y ait de plus en plus d'associations qui se déplacent dans les entreprises pour faire ces formations, parce que je crois qu'il y a des biais conscients. Et cela, il faut les punir et avoir une tolérance zéro. Et il y a des biais inconscients. Et on peut tous apprendre sur nous-mêmes. On a toutes et tous nos propres biais, nos propres préjugés. Et l'éducation, l'information et la sensibilisation sont donc d'autant plus importants. Et je pense que le rôle de l'école est important, les proviseurs, les professeurs, vous l'avez mentionné, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on apprend toute sa vie. Je pense que chacune de nous peut se poser des questions sur les manières dont nous éduquons aussi nos propres enfants et dans la manière dont nous nous éduquons à nos propres biais et à nos propres stéréotypes. Alors, d'autres questions, Patricia? Oui, tout à fait. Alors, il y a tout ce qui concerne les femmes et les réseaux, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Voilà, j'essaye de grouper un peu toutes les remarques un peu... qui regroupe ce même sujet-là, l'aménagement urbain, les femmes dans l'espace public. Ah oui, ça c'est un vaste sujet, oui. Ça aussi. Je vais m'arrêter une petite seconde sur les réseaux sociaux, parce qu'on connaît toute la force des réseaux sociaux, on l'a vu avec MeToo. Les réseaux sociaux permettent aux personnes qui ont été violentées pendant longtemps, eh bien, les réseaux sociaux leur permettent de s'exprimer aujourd'hui. MeToo inceste, MeToo gay. Moi, je salue la libération de la parole sur ces sujets ô combien douloureux qui ont été tus pendant longtemps. Je salue le courage de Camille Kouchner d'avoir levé l'omerta sur le sujet de l'inceste. Ça faisait des années que les associations alertaient sur le fait qu'un enfant sur 10 dans notre pays est victime d'inceste. Et la grande majorité de ces enfants sont des filles. Et je veux que ces victimes sachent, que ce soit des étudiantes, que ce soit des jeunes filles, toutes les personnes d'ailleurs, de manière générale, qui sont victimes, je veux saluer leur courage, je veux leur dire que nous les écoutons, que nous les entendons, que nous les croyons et que nous les accompagnerons. Et qu'il faut du courage pour faire ce qu'elles font, mais que ce courage-là est nécessaire pour sauver leur vie. Parce que ne pas en parler, c'est porter ses fardeaux toute sa vie. Donc les réseaux sociaux ont cette force de libérer la parole et de faire en sorte que des personnes qui n'avaient jamais osé parler puissent le faire. Mais je veux aussi dire que les réseaux sociaux peuvent être un fléau quand des jeunes filles sont harcelées, quand des jeunes filles se suicident parce qu'on critique leur physique, parce que le cyberharcèlement est un fléau pour notre société et en particulier pour notre jeunesse. Et c'est pour ça que je me réjouis que Laetitia Avia reprenne en main cette loi pour réguler les réseaux sociaux, pour responsabiliser les plateformes. Et on ne peut pas en permanence se dire « oui, mais la liberté d'entreprendre, etc. etc. » Il faut se poser la question de la société dans laquelle nous voulons vivre, de la société dans laquelle nous voulons que nos enfants grandissent. Et on ne peut pas avoir des réseaux sociaux où on traite les gens de pédés, où on traite... où tout c'est insupportable. Le fait de se cacher derrière l'anonymat pour vomir sa colère, sa haine, sa détestation de l'autre, c'est insupportable. Donc oui, les réseaux sociaux apportent une certaine liberté, mais il faut absolument les réguler parce qu'il y va de notre comment dire ? Ça rend dingue cette affaire.
Moi, je vous assure, à la place qui est la mienne aujourd'hui, j'ai en charge les personnes LGBTQI+, j'ai en charge les femmes, j'ai en charge les personnes issues de la diversité, et je vois des choses qui sont absolument terribles. Notre société est en train de se fracturer. On est à un moment où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de peur, et à chaque fois qu'il y a une crise, Simone de Beauvoir le disait, hein, c'est pour les femmes notamment, il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes gagnés de haute lutte reculent. Mais c'est vrai dans toutes les sphères de la société. Toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement, de rejet, d'ostracisation, d'ostracisme, oui. racisme, eh bien, toutes ces personnes-là, en temps de crise, elles sont encore plus agressées parce que ce sont des cibles faciles. Et les réseaux sociaux démultiplient ce qu'il y a de plus noir dans notre humanité. Et ça, il faut absolument l'empêcher. Est-ce qu'il y a une dernière question il y avait une question sur tout ce qui était l'espace public. Je ne sais pas si sur l'espace public, c'est vrai. important. Parce que ce soit les noms de rue, c'est vrai que là, des propositions de... Bien sûr. Vous avez cette question de l'espace public, je veux le redire parce que c'est une vérité, on est dans une société faite par des hommes, pour des hommes. On est dans une société où nous, les femmes, parce que nous ne sommes pas dans les postes où on prend les décisions stratégiques, parce que je veux juste dire que lorsque je demande à ce qu'il y ait la parité dans les postes stratégiques, c'est pas juste pour faire joli ou pour nous faire plaisir. C'est parce que toutes les décisions qui sont prises dans notre société nous concernent. Elles concernent 52% de la population. Mais si les femmes ne sont pas consultées sur l'architecture d'une ville, si on met des toilettes publiques dans les endroits où aucune femme n'osera aller, si on fait des trottoirs qui sont trop serrés pour passer avec des poussettes, si on ne pense pas la société avec un regard masculin et un regard féminin, on n'aura jamais cet équilibre. Et là, on parle de sécurité. On parle de bien vivre ensemble. Et donc, je sais que les sociétés publiques, enfin, l'espace public aujourd'hui n'est pas adapté forcément à tous les besoins des femmes. C'est pour ça aussi, mesdames, que je vous encourage à vous battre pour prendre votre place aux tables des plus hautes sphères décisionnelles, parce que c'est là que les choses se passent et que je ne crois plus que ces messieurs nous laisseront la place. De toute façon, le pouvoir est toujours quelque chose qui se prend, ça n'est pas quelque chose qui se donne, et vous avez toutes les capacités pour le faire. N'attendez plus. Si vous le sentez, allez-y. Merci, que le conseil est là. Alors, je pense qu'on va... merci beaucoup, Patricia. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai une dernière question en conclusion. Donc, en effet, on a fêté nos 20 ans. Tu l'as dit en début d'entretien, on a encore 20 ans et encore. Mais enfin, espérons que, en effet, peut-être le 8 mars n'existera pas, ou on dira le 8 mars tous les jours, et qu'on aura vraiment progressé en termes des droits des femmes. On voit ta volonté, et cette volonté, je dirais, c'est une combinaison à la fois de la volonté politique, je crois, l'appétence aujourd'hui de la société pour cette égalité réelle, la volonté des femmes et des hommes et pour ce partage-là du pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu souhaites, je dirais, au Cercle Interrel pour ces 20 ans? Et puis, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui des réseaux? Parce que maintenant, tu as les réseaux ici qui t'écoutent et donc ils sont là pour toi, pour faire en sorte que ton ambition en tant que ministre puisse être satisfaite. Merci Catherine pour cette opportunité. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois beaucoup à la transmission. Et je crois pouvoir dire, parce que je me souviens du public du Cercle Interrel, chacune des femmes qui sont dans ce réseau sont des rôles modèles en puissance. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais être rôle modèle, c'est pas avoir grimpé l'Himalaya. C'est juste avoir fait des études où on nous disait que ça n'était pas pour nous. Se tourner vers une jeune fille et lui dire « toutes les études que tu as envie de faire sont pour toi », c'est important. Je veux que nous toutes, nous nous sentions responsables à la fois de notre propre développement et de ne jamais, jamais, jamais arrêter d'être curieuses, de nous développer, d'apprendre, d'aller toujours plus loin. Les technologies aujourd'hui nous permettent d'apprendre en restant dans notre fauteuil. On peut avoir accès aux plus grands experts du monde, où qu'ils se trouvent, et apprendre des choses extraordinaires. Continuons de nous développer parce que c'est la meilleure manière de prendre notre place dans la société, ou en tout cas la place à laquelle on aspire. Mais n'oublions jamais
les petites filles, nos petites sœurs, nos petites voisines. Allez, je vous en supplie, vous ne vous rendez pas compte de la possibilité que vous avez de changer la vie de certaines personnes. Et cette capacité que vous avez à inspirer, à tendre la main, à accompagner, à dire à toutes ces jeunes filles, oui, c'est possible, à leur rappeler qu'il y a 1000 possibles dans la vie, eh bien, c'est votre pouvoir. Et à vous de décider si vous avez envie de vous en saisir ou pas. Mais j'ai envie de vous dire que notre destin, mesdames, est entre nos mains et qu'il faut que nous soyons convaincus si nous voulons faire changer les choses pour les 20 années qui viennent. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut quand même applaudir, même si on n'est pas très nombreux sur le plateau. Mais derrière vos écrans. Donc un immense merci Elisabeth, tu nous inspires, tu nous as inspiré et tu sais que tu peux compter sur tous les membres ici du cercle Interrel, de toutes les entreprises et tous les réseaux amis aussi qui sont à l'écran. Alors maintenant, si tu le permets, je vais passer ça, le relais, la transmission. Je passe le relais à la nouvelle présidente du cercle Interrel, Patricia Lecoq, pour la conclusion. Un très grand merci Madame la Ministre.